Salut à tous, bienvenue dans l'OM Talking Geneva, l'émission de tous les supporters de l'Olympique de Marseille, partout dans le monde, où que vous soyez. Nous allons vous faire voyager une fois de plus ce soir. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Vous allez également découvrir notre nouveau talk dans son nouveau format, le format 2.0. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter, sur la page OM Nation Genève. Et qui de mieux que pour m'accompagner ce soir, le carré magique de OM Talking Geneva, Raflo, Christopher et Richard sont avec moi. Salut à vous, messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et nous avons l'honneur ce soir d'accueillir un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, un ancien latéral droit, finaliste de l'Europa League. Il est resté 2 ans et demi chez nous. Il nous reçoit chez lui, au Brésil. Bonjour Dimitrius pour toi. Salut à toi et bienvenue dans l'OM Talking Geneva. Oui, bonjour à tous. Encore une fois, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir participer à l'émission avec vous et avec toutes les personnes qui accompagnent cette émission. Merci à toi de ta venue. Je vais rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent que tu es actuellement directeur sportif dans un club au Brésil, le FCK Brasil, avec un certain Edmilson comme président d'ailleurs. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet dans cette émission. On va lancer le programme de ce talk. Alors, on va commencer avec le match de la semaine, OM Nice, victoire 3-2 de l'OM. On va y revenir avec Flo qui nous parlera également du match contre Nantes. Le verdict de Raph avec le repositionnement des joueurs à leur vrai poste. En troisième partie de l'émission, pourquoi tu marronnes Richard, il nous présentera son coup de gueule de la semaine. Le top et les flops de Chris, le jeu des pronos avec le match donc, de Nantes samedi à 17h à la Beaujoire, le dossier de la semaine consacré aux latéraux droits de l'OM depuis 30 ans, les joueurs de l'ombre et du feu. Il fera honneur à Dimitrius, bien sûr, et des questions à notre invité du jour que vous connaissez maintenant. Allez, on attaque avec toi, Flo. On va revenir sur le match contre Nice, 3-1, une victoire référence. Flo. Victoire référence, oui et non. Sur le plan offensif, oui. Sur le plan défensif, non, tout simplement. Il faut dire quand même aussi qu'on était sur une série de 7 matchs sans victoire. Donc, on peut dire que c'est une victoire qui peut nous relancer. Alors depuis quand on n'a pas vu, Flo, 3 buts dans un match Alors, cette année, on a eu 5 matchs où il y a eu 3 buts. Il y a eu Brest, où il y a eu 3-2, Bordeaux, Nantes, Montpellier et donc Nice. Le dernier match, c'était contre Montpellier 3-1, il y a un mois. Mais il y a quand même eu aussi 9 matchs en 2 ans, avec seulement 3 buts marqués. Mais faut dater, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la dernière victoire avec plus de 3 buts d'écart, c'était face à Toulouse, le 18 mai 2019, et on avait gagné 5-2. Alors, Dimitrius, on a vu 3 buts hier soir. Est-ce que déjà pour toi, on parle déjà d'un match référence et puis d'un réalisme offensif? Ouais, je ne pense pas que ce soit référence, comme il a dit Florent, mais c'était pas mal. Sachant que ça faisait 7 matchs qu'ils ne gagnaient pas, il fallait gagner à n'importe comment. Donc, je ne pense pas qu'ils ont fait un mauvais match. Ils ont fait un match correct. C'est vrai qu'il faut encore progresser dans la défense, mais je pense que les joueurs qui ont entré, je parle de Kawi, de Luis Henrique, qui ont joué la première fois, je pense que c'était pas mal pour une première. Je pense qu'ils ont été bien, ils ont fait le suffisant pour gagner, même s'il y a eu à la fin du match, on pensait que c'était l'égalisation de Nice. Alors justement, vous parlez de Raoui, d'Enrique notamment. Je vais revenir avec toi, Flo, sur ce trio offensif expérimental. Donc on avait Raoui, Enrique et Payet qui était à l'animation pour le jeune Dieng devant. Alors, est-ce que selon toi, ce trio a fonctionné et a donné des satisfactions? Alors oui, trio, on peut même rajouter Dieng, comme tu l'as dit, avec du coup un quatuor. Au niveau des buteurs, Raoui a marqué 2 buts. Voilà. Enrique a fait une passe décisive, c'est sur le deuxième but de Raoui. Payet, on peut dire qu'il était à la passe décisive sur le but d'Alvaro, même si c'est le
le défenseur qui le renvoie. Mais voilà, en quelque sorte, le premier but, c'est un centre de Payet c'est un centre qui vient de Payet. Le deuxième but, Payet est à l'avant-dernière passe avec une sublime talonnade pour Enrique qui fait ensuite une passe décisive et Raoui marque. Et le troisième but, c'est un centre de Payet qui est repoussé par la défense niçoise. Il me semble que c'est Ensoki. Et Raoui il tire du gauche et il la marque. Dimitrius, vous aussi, vous avez connu des attaquants à l'Olympique de Marseille qui amenaient beaucoup de vivacité, qui amenaient également de la profondeur. Est-ce que les joueurs qui étaient en place hier offensivement vous ont quand même donné satisfaction? Je pense que c'est, comme je dis avant, c'est la première fois des joueurs qui ont joué en attaque. Donc, il faut leur donner un peu de temps. Il faut espérer qu'ils vont faire encore de bons matchs. Il reste encore Benedetto qui n'a pas joué. Et moi, ici en Argentine, c'était un grand buteur. On espère qu'il puisse marquer aussi autant de matchs, de buts qu'il a marqué ici en Argentine. Et je pense qu'en équipe de Marseille, il y a des bons joueurs devant. Et il faut encore progresser, améliorer encore la défense au milieu du terrain. Je pense que ça ira. Alors, résumons avec toi, Flo, encore une fois. Est-ce que pour toi, ça reste au final un match ou non maîtrisé dans l'ensemble? Le match, il n'a pas été maîtrisé du tout. Pour moi, le seul but, c'était de jouer la contre-attaque. Ça s'est vu d'ailleurs, tu mets Enrique devant, c'est pour jouer la contre-attaque. Raoui, pareil, c'est pour jouer la vitesse. En première mi-temps, Nice a la possession avec 54%. En deuxième mi-temps, Nice a la possession avec 58%. Du coup, sur l'ensemble du match, Nice a la possession à 56%. Donc, voilà. En plus de ça, Nice a touché 730 ballons et l'OM en a touché 613. On voit très bien que Nice a maîtrisé le match au niveau de la possession. Maintenant, c'est vrai que le réalisme était pour Marseille. Alors, Raph, tu veux intervenir, je crois. Oui, je voulais rebondir sur ce que venait de dire Flo. Je ne suis pas 100% d'accord avec lui sur le fait que l'OM n'ait pas vraiment contrôlé ce match. Nice, quand même, a eu quelques occasions sur des erreurs, mais dans l'ensemble, Nice n'a pas été si dangereux que ça. Après, c'est mon avis personnel, mais je trouve que l'OM a quand même bien muselé les attaquants niçois. Et Nice, il faut aussi le rappeler, c'est une équipe qui est en perdition, qui n'a pas de réel entraîneur. Donc, il y avait un contexte autour de ce match. Moi, je pense que même si l'ensemble n'a pas été parfait, l'OM a quand même maîtrisé son sujet. Même l'entraîneur de Nice, après le match, l'a déclaré. Alors, Raph, tu dis que l'OM a dans l'ensemble maîtrisé son sujet. Flo, il y a quelque chose qui ne marche toujours pas à l'OM, c'est les centres. Exactement. Les centres, c'est un point noir sur chaque fiche de l'OM. Sur chaque match de l'OM, il y a un point noir, c'est les centres. Juste pour vous dire, on a tenté 20 centres. Dans l'ensemble, vous allez me dire c'est bien, mais quand il n'y en a que 10, quand il n'y a que 10% de centres qui réussit, c'est quand même problématique. Contre 21% pour Nice, alors qu'ils ont tenté moins de centres, ils en ont tenté 14. Et pour m'appuyer aussi, il faut dire que sur les 2 derniers matchs, c'était quasiment la même chose. Contre Paris, il y a 20 centres tentés, 10% de réussite. Et contre Bordeaux, 13 centres tentés et 7,7% de réussite. Bordeaux, c'était certes un autre match, mais on voit bien que c'est dans les mêmes standards à chaque fois et que c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Alors, Dimitrius, vous étiez un très très bon centreur, il faut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que les centres, c'est un problème à l'OM, qu'on n'a pas assez de bons centreurs? On a Lirola qui n'était pas là, mais qui est un bon centreur, mais est-ce que c'est quelque chose à améliorer? Oui, toujours améliorer, mais après, il faut voir la façon qu'il joue aussi l'équipe. Hein. S'il joue en dépendant des centres, s'il joue plus vers le milieu de terrain, en entrant pas sur les côtés. Après, il faut s'entraîner avec ça. Il faut s'entraîner les centres, avoir une manière de jouer sur les côtés, parce qu'aujourd'hui, pour entrer dans le milieu de terrain, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens, les joueurs aujourd'hui courent beaucoup. Donc, il faut jouer sur le côté. Je pense que l'OM, il a les joueurs pour avoir un style de jeu où il joue sur les côtés. Après, pour le centre, il faut s'entraîner tous les jours. Ok, merci. Allez, on va continuer avec toi, Flo. Donc, on va parler du match Nantes-OM qui sera samedi. Tiens, je vais demander à Dimitrius s'il se rappelle du dernier match qu'il a joué à la Beaujoire avec l'Olympique de Marseille. Il ne s'en rappelle pas. Je crois que Flo nous connaît cette stat et il va nous la dire. Alors, ouais, le dernier match qu'a joué Dimitrius face à Nantes, c'était le 1er avril 2006. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. L'OM avait gagné 3-1 ce soir-là.
Les buteurs, je les ai plus de tête. Et voilà, ils avaient gagné par plus de 2 buts d'écart. Et d'ailleurs, c'est le dernier match face à Nantes, là-bas, où Marseille a gagné par plus de 2 buts d'écart. Alors pour les buteurs, il me semble que c'était un doublé de Niang et un but de Maolida. Peut-être que Dimitrius s'en rappellera, mais c'était ça. Alors on va revenir avec toi, Christopher, sur la conférence de presse du coach. Oui, alors moi, ce que je voulais revenir, c'était surtout sur l'aspect entraîneur tranquille. Voilà, c'est un peu sarkozyste, hein. C'est pas la force tranquille, c'est l'entraîneur tranquille. Et moi, en fait, je voudrais vraiment souligner la manière dont il a d'apaiser en fait les choses. Il arrondit les angles et il est gentil avec les médias, avec les joueurs. On voit que les joueurs l'aiment bien. On dirait que vu qu'on vient un peu un climat un peu violent ces derniers temps, pour rapport à tout le contexte extra-sportif et également aussi au niveau voilà, des joueurs actuellement qui ne performaient pas franchement. Il est en train, j'ai l'impression, de redonner confiance. Et moi, je voulais vraiment souligner ce qu'on voyait dans les différentes conférences qu'on voyait de lui, c'est-à-dire une certaine de sérénité. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut lui arriver à ce monsieur-là et que quelque part, il le transmet bien, aussi bien aux joueurs qu'aux journalistes qui sont présents. Et juste pour vous dire que la première partie de cette émission est terminée, chers amis d'Instagram, si vous voulez suivre la suite de cette émission, rejoignez-nous sur YouTube. Raph, tu voulais intervenir? Oui, c'est bon, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Chris. Je trouve qu'il a ce côté, je pense que ça vient du fait qu'il soit responsable du centre de formation, c'est qu'il est habitué à recentrer les joueurs sur l'essentiel et à faire qu'ils ne se dispersent pas, parce que les jeunes, ils peuvent être pris à, on parle de moi dans tel club, donc ils peuvent se perdre en cours de chemin, et je pense que les joueurs de l'équipe première étaient en train de se perdre, et que, alors, il n'y a pas le travail tactique, mais au moins au niveau du mental, il est en train un peu de les ramener dans le droit chemin, et comme il l'a dit plusieurs fois, et comme Chris n'arrête pas de nous le rappeler, de revenir aux fondamentaux. C'est ça le plus important. Alors, merci Raph. Dimitrius, on parle beaucoup du coup de Narcisse Alarguet en attendant éventuellement un nouvel entraîneur. On parle notamment de Sampaoli. Est-ce que pour vous, vous avez des bonnes impressions sur Narcisse Alarguet qui a quand même apporté un peu de sérénité au sein de ce groupe? Je pense que c'est un point positif, qu'il soit un gars tranquille, un gars je pense que le moment de Marseille, ils avaient besoin d'une personne comme ça, pas quelqu'un plus explosif, agité au bord du terrain, parce que bon, c'était un moment difficile, donc il fallait quelqu'un qui travaille bien dans la tête des joueurs et qui lui met dans la tête qu'ils ont le potentiel, ils jouent dans un club impressionnant, qu'ils ont tous les moyens pour faire un championnat encore le meilleur possible. Il y a encore du temps, donc je pense que c'est un point positif d'avoir un entraîneur comme lui. Alors, pour être complet sur les deux matchs qu'on vient de parler, on va rappeler que l'OM restait sur 8 matchs sans victoire en championnat et que la dernière remontait au 6 janvier contre Montpellier 3-1. Donc cette victoire va quand même faire du bien au moral des troupes. On va passer à la deuxième partie de cette émission avec toi, Raph. C'est le verdict de Raph. On va parler du repositionnement des joueurs à leur vrai poste. Donc, qu'est-ce qui a changé déjà dans un premier temps tactiquement selon toi? Dans un premier temps, c'est le changement de système. Nasser Larguet, je trouve qu'il est un peu moins têtu que AVB, même si AVB a fait très bonnes choses l'année dernière. Je trouve qu'il a été moins têtu. Il a vu que le 4-4-2, finalement, ça n'allait pas le faire. Donc, il s'est dit, on va passer en 4-2-3-1 pour ce match-là. Et ça s'est quand même révélé positif. Il y a eu du changement. Et est-ce que, donc, pour toi, ça a quand même porté ses fruits? Clairement, on a vu quand même une meilleure assise offensive hier soir. La défense, c'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes, mais je trouve que le placement de certains joueurs, notamment au milieu de terrain, ça te permet vraiment d'occuper plus facilement le milieu de terrain et, comme le martel Nasser Larguet, de s'améliorer dans les 16 mètres adverses, ce qui nous a manqué lors de ces derniers matchs. Alors, Dimitrius, est-ce que vous avez vu une amélioration tactique sur les derniers matchs, sans s'emballer, sans s'enflammer? Est-ce que vous avez eu un léger mieux quand même? Mais je vois une amélioration dans le mental des joueurs, quoi. C'est déjà quelque chose de bien. Après, il faut du temps pour améliorer tactiquement, techniquement l'équipe. Comme je dis avant, il faut avoir un système de jeu bien clair
pour que les joueurs puissent se développer meilleurs sur le terrain. Mais aujourd'hui, je pense que le moment, c'était vraiment dans la tête d'avoir une bonne concentration. Le plus important, c'était de gagner le match, quoi. Ok. Alors, on va revenir avec toi, Raph, sur le repositionnement des joueurs. Quel joueur, selon toi, a vraiment joué à son poste? Donc, il y en a quand même plusieurs, quoi. Alors, un des plus marquants, c'est Raoui, qui était, comme l'a rappelé notre cher coach intérimaire, mis au placard ces derniers temps. Donc, il est sorti de son placard, où des fois, il faisait un peu de la doublure de Jordan Amavi. Donc, il remplaçait pendant des bouts de match Nagatomo. Et là, Nasser Larguet, il a dit quand même, ce gamin, il mérite du temps de jeu. Et il l'a replacé en ailier droit. Et ça a quand même été, ça a été quand même super. On voit sur les 2 buts qu'il met, et même sur la frappe qu'il fait sur la barre, les 3 fois, il est bien placé. Les 3 fois, c'est la même action. La balle vient en arrière et il tire plat du pied. Donc, il y a ce joueur qui a été très bien placé. Enrique, qui a été mis. Alors, ce n'est pas un repositionnement uniquement sur ce match-là. C'est quand ils le font venir, on nous parle d'un numéro 9. Et il a été essayé pendant quelques temps, de temps en temps. Et puis là, on l'a mis côté gauche et on a vu, ah ouais, il a du potentiel. Le gamin, il sait courir et il sait bien se positionner. Et enfin, le dernier remplacement, je trouve qu'il a été un peu sous-estimé hier soir, c'est Dimitri Payet. Parce que ce gars-là, on se souvient, quand il fait sa meilleure saison à l'OM, c'est en numéro 10, quand il est dans l'axe. Et c'est là où il nous emmène en finale d'Europa League. Donc, au bout d'un moment, je pense que Nasser, Monsieur Larguet, est un homme très intelligent, qu'il n'est pas borné comme AVB, pour qu'il n'arrêtait pas de nous dire, bah voilà, une poste de numéro 10 n'existe plus. Lui, il s'est dit, bah écoutez, Payet, c'est ce genre de joueur un peu, j'ai envie de dire, pas au niveau technique, mais au niveau mental, c'est un peu comme Neymar, c'est-à-dire que cette personne-là, tu la mets dans ton effectif et il joue un peu comme il veut. Et Payet, lui, on sait qu'il est bon en 10. Et on sait que quand il est en 10, il prend le jeu à son compte et que c'est notre meilleur joueur techniquement. Donc, pour moi, il faut persévérer dans cette partie-là. Et puis, parce qu'il ouvre l'espace pour les joueurs adverses. Et quand il est dans l'axe, il attire les joueurs sur lui. Et du coup, ça ouvre des espaces, comme on a pu le voir sur le premier but de Raoui, où en faisant un contre-appel, il permet de libérer la profondeur pour Enrique. Et ensuite, l'autre va très vite. Et du coup, ça fait but après. En fait, au final, on en revient, Raph, au fondamental où Nasser Larguet avait dit on va revenir au fondamental. Donc, les premiers fondamentaux qu'il met en place, c'est de remettre les joueurs à leur poste. On a la chance d'être avec Dimitrius. J'aimerais qu'il nous parle de Luis Enrique, un petit peu qu'est-ce qu'il a pensé de son match et qu'est-ce qu'il pense de ce joueur, qu'on puisse avoir l'avis d'un directeur sportif au Brésil. Donc, il doit connaître ce joueur. Je pense que je fais une interview quand Marseille l'a pris. Je fais une interview pour Canal+. Je disais qu'il bon, il fallait lui donner un peu de temps, comme tous les joueurs brésiliens qui sont allés en France. Il fallait lui donner un peu de temps d'adaptation au niveau du football, au niveau de la langue, de la culture du pays. Il fallait lui donner un peu de temps. Mais aujourd'hui, ça fait déjà un bon temps. Donc, il a montré déjà dans ce dernier match qu'il est capable de jouer. Mais après, comme vous avez dit, il faut vraiment le mettre sur sa place, quoi. Je ne pense pas que ce soit un avant-centre. Je pense qu'il doit jouer sur le côté parce qu'il va très vite. Aussi, je pense la même chose de Raoui, quoi. Marseille, comme je dis, il a tout pour faire une très belle équipe. Il y a des joueurs qui vont vite sur le côté, des joueurs intelligents qui jouent au milieu de terrain. Ils ont un buteur quand même qui c'est Benedetto. Donc, je pense qu'ils ont tous les moyens pour faire une grande équipe. Des joueurs jeunes aussi qui sont comme Luis Enrique, comme Raoui. Donc, tu penses qu'il peut réussir à l'OM, Luis Enrique? je pense qu'il peut réussir. Il a tout ce qu'il faut pour réussir, quoi. C'est un très bon joueur. Il a montré ici à Botafogo au Brésil. Donc, comme je dis, il fallait lui donner un peu du temps. Peut-être qu'il est déjà adapté. Peut-être qu'il déjà il parle le français encore mieux que moi, quoi. C'est ça que j'espère. Et qu'il puisse faire un bon championnat. Mais je pense qu'il va vraiment bien jouer à Marseille. Ok, bon, en tout cas, tu parles très bien français, il n'y a pas de souci. Allez, on va passer à la troisième partie de cette émission. Un grand moment d'émotion, mesdames, messieurs. Pourquoi tu marronnes à Richard? Bonsoir à tous déjà. Alors, pourquoi je marronne? Tout simplement, on vient d'en parler plus ou moins. Pourquoi encore une fois? C'est comme d'habitude, quoi. Comme
sur Radonjic, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas essayé Kawi et Enrique sur les côtés avant? D'ailleurs, ça aurait pu permettre de faire tourner l'effectif et de libérer un petit peu de temps à Payet et Thauvin. Non, pas Payet, parce que si on le met en 10, c'est lui qui mène le jeu, mais ça nous permet de faire tourner un petit peu l'équipe. Et on s'aperçoit que finalement, par voie de conséquence, AVB, il n'a pas fait les bons choix finalement. Il s'est trop entêté. Et ça pousse à mon coup de gueule parce qu'on a perdu je ne sais pas combien de points avec cette histoire. Comment on peut m'expliquer avec… Je ne sais pas si vous avez regardé le match hier. Enrique, c'est une fusée. C'est une fusée sur le côté. Donc, je veux bien que… Moi, j'ai entendu dire, le mec, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau, le mec. Et hier, c'est lui qui te fait gagner le match, rien qu'avec un seul débordement. Il t'a fait 3 débordements, il les a tués au Niçois. Il le regardait de 50 mètres. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Voilà. Alors, ça démontre beaucoup d'incohérences sur AVB. Ça me fait beaucoup de peine de dire ça parce que je l'aime beaucoup. Mais on voit les incohérences. Donc, par voie, encore une fois, de conséquences, Thauvin, il va commencer peut-être à avoir quelques soucis à se faire parce que hier, quand il rentre, il te déstabilise l'équipe. Hein. C'est là qu'on commence à moins jouer et qu'on prend le but. Alors, malgré le fait que il faut faire attention quand on rentre à la mi-temps. Je ne sais pas s'ils mangent des hot dogs avec des frites dans les vestiaires. Mais il faut qu'ils fassent attention quand ils arrivent sur le terrain, deuxième mi-temps. Quoi. On s'en prend à chaque fois un. Ça suffit. Quoi. Je marronne. Là, je marronne. Hein. Alors, on a bien entendu que tu marronnais, mais on voudrait aussi avoir ton sentiment, même si j'ai déjà une petite idée, sur le repositionnement de Dimitri Payet dans l'axe, quoi, son vrai poste au final. Ça, je le dis depuis des mois et des mois. Je ne sais pas si on m'entend, si on ne m'entend pas. En attendant, on t'entend. Voilà, M. Larguet m'a entendu, en tout cas. Et là, cette fois-ci, on n'est pas largué, ça c'est sûr. Grâce à ça, Payet en 10, il a donné les bons ballons. Et c'est sa place depuis le début. Même quand il a joué en équipe de France, je n'ai jamais été d'accord sur le fait qu'on le mette sur le côté. Le mec, il n'arrive pas à courir. Il n'arrive pas à faire des sprints. Donc, non seulement il peut pas faire des débordements de folie pour mettre des décalages en retrait comme ça pour que ça fasse un but, comme l'a fait Enrique hier, ce but d'anthologie en retrait pour Kawi qui la met bien au fond et qui la place bien. Et sa place, c'est au milieu pour distiller les ballons. Et il ne peut pas non plus revenir pour défendre. Donc, sur les contre-attaques, on s'est fait plumer plusieurs fois. Donc, non, c'était une grave erreur. Encore, je veux bien que Thauvin soit sur le côté. Mais Payet, sa place, c'est en 10 et c'est de distribuer les ballons. Après, attention, juste une dernière chose. Attention, Payet, il peut m'énerver aussi beaucoup parce que si ça se trouve, pendant 3 matchs, il ne va pas jouer. Tu vois. Donc, je veux le voir en 10 sur les prochains matchs et j'espère qu'il va être régulier. Alors, Dimitrius, est-ce que vous comprenez le coup de gueule de notre ami Richard sur le positionnement de Payet? Oui, je comprends. Hein, ça me fait plaisir de l'entendre parler. C'est vrai, c'est le vrai Marseillais. Hein. Ça me faisait longtemps que je n'entendais pas comme ça. Et je crois qu'il a raison. Hein. Dimitri Payet, c'est un joueur milieu de terrain. C'est un joueur intelligent. Techniquement, il est plus fort que les autres. Il ne faut pas le mettre sur le côté. Tu le laisses au milieu de terrain. Tu le laisses libre pour qu'il donne les ballons aux attaquants. Si tu le mets sur le côté ou tu lui dis de marquer, il ne va pas le faire. Tu vas le tuer. Donc, tu le laisses libre au milieu de terrain, qui donne les ballons à Luis Enrique, qui donne les ballons à Benedetto, qui donne les ballons à Raoui. Et c'est ça le jeu. Il jouait sur le côté avec les joueurs qui vont vite. C'est ça le jeu de Marseille. Après, tu prends 5 joueurs pour défendre et tu défends bien. Ce n'est pas très difficile, mais il faut mettre en place. Alors, Raph, oui, tu voulais revenir sur… Oui, je voudrais avoir l'avis de Dimitrius. Est-ce que, à ton avis, Dimitri est peut-être pas un peu trop âgé pour jouer à gauche et dans l'axe, il est bien meilleur? Oui. Je disais, il ne faut pas le mettre sur le côté. Tu le laisses jouer dans l'axe, au milieu de terrain. Il a plus l'âge pour courir.
Thauvin encore, physiquement, il tient plus que lui, quoi. Thauvin, il va vite aussi sur le côté, donc c'est pas la même chose que Payet. Payet, il faut le laisser au milieu du terrain. Il faut pas exiger qu'il va vite. Lui, il va pas, quoi. Ok, on va revenir avec toi, Richard. Ben, en plus, d'autant plus que quand tu prends les gars comme Enrique qui sont jeunes, Kawi, ou même encore, comme vient de le dire Dimitrius, Thauvin, eux, ils peuvent non seulement faire des méchants débordements, mais en plus, ils peuvent redescendre et bloquer les couloirs. Parce que quand on joue en 4-3-3, les ailiers, ils doivent bloquer les contre-attaques de leurs latéraux. Donc, ils doivent revenir, ils doivent aider leurs latéraux qui sont derrière eux à défendre aussi. Alors, pour finir ton marronnage, Richard, tactiquement, est-ce que tu as été Satisfait d'eux, dis-moi. satisfait de l'équipe, tactiquement? Alors, je suis content de la première mi-temps. On fait ce qu'il faut. Je donne toutes mes félicitations et je suis vraiment, mais vraiment, vraiment content pour Kaoui. Parce que je pensais souvent, je disais, mais pourquoi on ne pourrait pas l'essayer? Peut-être qu'en lui donnant confiance, c'est un peu comme Radonjic. Peut-être en le faisant travailler, c'est un garçon qui peut-être il peut nous apporter quelque chose. Et hier, il l'a prouvé. Donc, je suis très heureux pour lui. Il y a des satisfactions. Je suis content pour le petit Dieng parce que il a failli se créer une action, mais sur l'action, vous verrez, ce garçon, il a pesé sur la défense. Il a pesé sur la défense, même s'il a pesé sans ballon. Vous verrez qu'il va faire quelque chose, ce petit. Ça, j'en suis sûr. Voilà, donc je reviens, Rafi, juste une dernière chose. Je reviens sur cette deuxième mi-temps. C'est fatigant. Il faut que la défense se prenne en main. Alvaro, d'accord, tu as notre esprit de l'OM, tu es un guerrier, mais il faut que tu mènes ta défense en deuxième mi-temps. Arrêtez les hot dog frites avec de la moutarde. Allez, on va passer au top et au flop avec toi, Chris, qui a inauguré cette nouvelle rubrique. Oui, et d'ailleurs, pour cette nouvelle rubrique, voilà, Rafi, tout d'un coup, va être aussi chroniqueur comme nous tous, vu que, en fait, l'idée, ça a été assez simple. C'était de noter tous les joueurs. En fait, c'est assez intéressant parce qu'on est en tout 5 et on a noté en fait chaque joueur et c'est ce qu'on fera maintenant talk après talk pour en fait dresser nos tops et nos flops. Alors tout d'abord, petit détail rigolo, à votre avis, qui c'est qui dans les chroniqueurs ont mis les meilleures notes selon vous? Ça va vous surprendre la réponse. Hein. Qui c'est qui était le plus généreux dans les notes dans les chroniqueurs? Ah, je vois bien Richard, moi. Ouais, moi aussi. Je me dis Richard. Eh ben non, c'est Raph. C'est Raph qui a mis les meilleures notes. Ouais, bravo, Raph. Voilà, qui a été le plus généreux avec ce match, avec 6,8 de moyenne. Voilà. Et t'as exagéré. Hein. Voilà, et le plus radin, bien évidemment, vous allez savoir qui c'est, c'est moi. Évidemment, voilà, le plus dur, toujours, voilà, c'est moi. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, la moyenne générale du match a été de 6,2. Donc, on peut dire quand même que finalement, je pense que le match nous a laissé quand même plutôt une bonne impression, je pense, dans l'ensemble. 6,2, c'est quand même une note pas mal. Alors maintenant, à votre avis, on va commencer par les flops. Qui c'est qui a été le numéro 1 des flops selon vous? Nagatomo. Douillet, Chaetatsar. Non, c'est Nagatomo, effectivement, que j'ai pu entendre. Voilà. Rafi avait bien trouvé. Voilà, Nagatomo. C'était mon flop. Notre premier flop, il est à 4,7 de moyenne. Alors, pour la petite histoire, il y en a un qui a essayé désespérément de le sauver. C'est Raph, qui avait mis 7,5 à Nagatomo. Voilà, bah, malheureusement. Il n'a pas fait un trop mauvais match. Hein. Voilà. Ah oui, c'est pour ça, moi j'avais envie de lui mettre un 7,5 d'encouragement. Alors ma note est peut-être un peu haute, mais j'ai trouvé. Non, pour moi, hier soir, il est pas fautif sur les 2 buts qu'on encaisse. Il a essayé d'apporter au niveau offensif. J'ai plus voulu marquer le coup parce qu'il y a eu du mieux par rapport à ses anciens matchs. Et il n'a pas été non plus. Pour moi, c'est pas lui qui a été le pire hier soir. Voilà, il ne mérite pas un 3, il ne mérite pas un 7,5 non plus. Quoi. Bah, c'est quand même lui qui a fini malheureusement, en tout cas bon dernier avec 4,7. Alors le deuxième flop va plus vous surprendre. À votre avis, qui ça peut être? Alors c'est très étonnant. Hein. Moi, peut-être qu'on peut demander à Dimitrius. Payet. Ah non.
Dieng. Non, Thauvin. Il n'a pas été noté. Alors, Dimitrius, peut-être, quel est votre avis, peut-être? Sakai, non? Ah oui, alors Sakai, c'est le numéro 3 de nos notes. Il a 5,3 de moyenne et il finit flop malheureusement numéro 3. Voilà, donc bah oui, le pauvre bah oui, à Sakai. Il s'est battu. Et ouais, Richard, tu l'as mis combien? Tu as mis 5,5. Bah voilà, tu n'as pas beaucoup aidé parce qu'il finit à 5,3 de moyenne. Bah oui, il ne mérite pas plus, mais. Les autres, ils ont été meilleurs. Donc voilà, mais voilà. Donc l'autre flop, alors j'annonce, figurez-vous, c'est Mandanda qui finit avec 5 de moyenne. Finalement, personne n'a osé vraiment lui mettre une trop bonne note. Raph a essayé de le sauver à 6, moi je lui ai mis 4 et les autres ont mis 5. Donc finalement, c'est le but qu'il prend. C'est le but qu'il prend en début de deuxième mi-temps, il peut l'arrêter. Hein. C'est ça. Surtout, c'est le deuxième, je pense. Je pense qu'il fait aussi un match moyen. C'était pas ouf, mais c'était pas très très bon non plus. Enfin, c'était moyen. Ouais, moi c'est les hot dogs. L'avoir dans les flops, moi ça me choque pas trop. Hein. Je sais pas vous. Mais... Donc, non, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Ouais. Pour maintenant les tops. Alors là, on peut essayer de passer de nouveau la parole à Démétrius. Peut-être, à votre avis, qui a été pour nous, en tout cas avec toute notre note individuelle, promis, on n'a pas échangé sur nos notes. On a vraiment fait ça chacun de notre côté. À votre avis, qui a fini premier de notre top? Moi, je pense que c'était Kawhi pour ces deux matchs. Ouais. Ces deux buts, en fait. C'est ça. Ah, effectivement, il a même une note incroyable, vraiment, parce que je trouve qu'on a été plutôt sérieux dans nos notes. On était assez semblables de ce que font les journaux comme l'Équipe ou la Provence. Et on arrive en fait à une note de 8,3, ce qui est une excellente note. Et je suis même assez curieux de savoir si on va avoir de sitôt une si bonne note dans les talks à venir. Numéro 2 maintenant, à votre avis, qui c'est qui a fini deuxième de notre top, donc le deuxième meilleur de l'équipe? Enrique à tous les coups. Non. Non, je dirais peut-être Payet. Payet. Alors, Payet, chez nous, a fini numéro 3 avec donc la troisième place avec 6,8 de moyenne. Alors, c'est Camara. Ouais, Camara ou Gay. Un des deux. Camara a fini avec 6,9. Donc, vous voyez, Camara, en fait, en faisant la moyenne, on est à 6,9 et Payet 6,8. Et voilà. Et donc, finalement, si je rappelle, en top, Raoui 8,3, Camara 6,9, Payet 6,8. Finalement, je trouve qu'en fait, en faisant la moyenne de toutes nos notes, on arrive à un top, je trouve, qui est tout à fait pertinent. Et puis notre flop, Nagatomo, Mandanda, Sakai, moi, il n'y a rien qui me choque par rapport au match, en tout cas, que j'ai vu. Donc voilà, on va continuer comme ça, en tout cas, avec ce nouveau. Moi, je mettrais Thauvin en flop. Mais Thauvin, il est rentré. C'est-à-dire qu'on fera toujours le top flop que sur les joueurs qui ont joué le match. Ça me paraît plus logique. Okay. Vraiment, on est tout le match pour se faire une idée. Je pense qu'on aurait pu avoir une meilleure idée sur Enrique s'il avait pu jouer le match entier, qu'il aurait peut-être pu, marquer un but. Il le fait sortir. Mais il a pas, je pense qu'il n'a pas le rythme pour jouer 90 minutes. Donc c'était un bon match. Oui, mais j'aurais quand même. Oui, mais il faut qu'il progresse. Il faut qu'il continue. Allez, on va continuer avec le jeu des pronos. Donc l'OM se déplace à Nantes samedi à 17h. Donc, on va rappeler avec toi, Flo, que l'OM n'a pas toujours très très bien réussi ces dernières années à la Beaujoire. Et non, ces 20 dernières années, il y a eu 3 victoires, dont celle de 2006 où Démétrius a participé. 4 nuls et 7 défaites. Et surtout, il faut dire que les matchs se tiennent à souvent soit victoire de Rennes, soit victoire de Marseille, mais se tiennent à vraiment un but d'écart. Ok, merci à toi pour cette précision, Flo. Allez, on passe donc au jeu des pronos. Chacun, vous allez nous donner votre pronostic. C'est juste le score. On commence avec toi, Raph. Moi, je les vois bien continuer sur leur lancée, gagner 2-0. 2-0, Richard. Je vais dire 1-0 pour l'OM. 1-0, Christopher. 2-1 pour l'OM. 2-1. Pour moi, ça sera 1-0. 1-0, Dimitrius. 2-1 pour l'OM. 2-1, je vais être comme toi, je vais dire 2-1 pour l'OM. On croise les doigts. Allez, on passe au dossier de la semaine. Donc, on va te mettre à l'honneur, Dimitrius, parce qu'on va parler des latéraux droits de l'Olympique de Marseille sur les 30 dernières années. Donc, il y a des joueurs un peu dans l'ombre, des joueurs de feu. Il y a tout type de joueurs. Il y a eu beaucoup de latéraux droits talentueux à l'OM. On va commencer avec toi, Richard, avec un latéral droit qui te tient particulièrement à cœur.
c'est Manu Amoros qui faisait partie de la grande équipe, de la grande épopée de l'OM. Effectivement, oui, c'est pour moi à ce jour l'un des plus grands latérales du monde. Parce que tout simplement, à l'époque, dans les années 80 et 90, il a été un latéral moderne d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui est capable de défendre et Dieu sait comment il défendait. C'est un tigre, pour moi, c'est le pendant de Dimeco, mais à droite, sachant qu'il pouvait aussi jouer à gauche. Et c'était véritablement un tigre, quoi. Les attaquants avaient du souci à se faire face à lui, mais aussi il était capable de prendre le ballon, de déborder et d'aller donner des centres, mais à gauche comme à droite. C'était vraiment exceptionnel. Et en Coupe d'Europe, à l'époque, on a passé des moments vraiment extraordinaires. Alors, lui, il est né le 1er février 1962 à Nîmes, comme toi, Rafi. Et alors, il débute sa carrière dans un petit club de Nîmes, mais après, bon, bien sûr, il a été vite transféré à Monaco entre 1977 et 1989. Il a joué en tout 348 matchs. Sa grinta, elle vient du fait aussi qu'il est d'origine espagnole, une culture de football, mais agressive. Et très tôt, cette grinta féroce qu'il va avoir va lui permettre d'avoir une réputation de guerrier. Et les attaquants vont avoir très peur de lui. Et il entrera donc en équipe de France le 23 février 1982 face à l'Italie. Voilà. Alors, il participe à la demi-finale légendaire de Séville. Je présume que vous avez tous entendu parler de cette demi-finale. J'avais 12 ans, je pleurais dans mon lit. J'étais en vacances à Juan-les-Pins et je pleurais tout simplement parce que Schumacher nous casse les dents à Battiston et puis ça détruit le match alors qu'on menait 3-1 sur des buts extraordinaires. Et voilà, donc il participe à cette demi-finale, mais il n'a pas été titulaire. C'était le début, son entrée en équipe de France lors de la Coupe du Monde 1982. En 1984, il joue le championnat d'Europe. Malheureusement, il écope d'un carton sur un coup de boule qui met à Jesper Olsen, un Danois. Donc c'est bête parce que c'était sur un match qui n'était pas le plus important du championnat d'Europe. Et il reviendra qu'en finale, il entrera en fin de match. La beauté de l'histoire, c'est quoi? C'est que, en fait, Battiston, à l'époque, celui qui avait eu les dents cassées par Schumacher, aura le beau geste de simuler une blessure pour laisser entrer Manuel Amoros en fin de match. Et voilà, et donc après, il est titulaire enfin pour de bon au Mexique. En Coupe du Monde en 1986, malheureusement, on va perdre en demi-finale encore contre les Allemands, alors qu'on on était largement supérieur à eux, mais la peur de 82 se rejaillit et se transfère sur 86. Alors qu'on a éliminé le Brésil. Hein, voilà. Et il va faire quand même une très belle Coupe du Monde. Et contre le Brésil, il fait un match extraordinaire sur le côté. Il va bloquer des attaques de Zico. Zico, c'était le Messi d'aujourd'hui. Voilà. Par contre, après, il fait le championnat d'Europe en Suède, qui ne se passe pas bien. Et la France perd au premier tour. De mémoire, le sélectionneur, c'est Michel Platini. Et voilà, donc c'est pas une superbe épopée ce jour-là. Après, il atteint son apogée à l'OM, à l'Olympique de Marseille. Alors là, on va s'en régaler, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'il va faire partie en 91 de l'équipe qui bat le Milan en quart de finale. Quel match extraordinaire! C'est un match de folie où Papin de la tête remet sur Waddle et Waddle met une reprise de volée. À noter que Waddle perdra un petit peu sa mémoire pendant ce match et elle reviendra après en fin de match. Et c'était vraiment un moment très, 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 très émouvant, mais on a eu très peur pour Waddle. Manuel Amoros fait un match extraordinaire et il va aider l'équipe à arriver en finale. Et malheureusement, en finale, on tombe contre l'Étoile Rouge de Belgrade et on patine tout le match. On patine, alors qu'on devait vraiment arriver à trouver des décalages. On ne comprend pas ce qui se passe dans l'équipe. On ne comprend pas ce qui se passe avec Papin, avec les milieux de terrain qui, d'habitude, arrivaient à passer n'importe quel mur. Et donc, ça nous fait arriver en finale. Et malheureusement, Manuel Amoros a un mauvais souvenir là-dessus puisqu'il rate son penalty. Et on va perdre cette finale
mais enfin, il restera quand même vice-champion d'Europe. Donc, champion d'Europe avec la France, vice-champion d'Europe avec l'OM. C'est un très, très beau parcours. Des demi-finales de Coupe du Monde, c'était un latéral parmi les meilleurs au monde qu'on ait connu jusqu'à présent. L'avantage qu'il avait, Manuel, c'est qu'il était très technique. Il était très technique et ça lui permettait de déborder les défenseurs adverses. Et comme c'était un sacré défenseur aussi, c'était un joueur plein. Voilà. Ok, merci à toi Richard. On va parler d'un autre sacré défenseur avec toi, Flo. Il s'agit d'Habib Beye, international sénégalais qui est arrivé à l'OM à la saison 2002-2003 en provenance du Racing Club de Strasbourg pour un transfert d'environ 1,2 million d'euros à l'époque. Exactement. C'est un joueur, comme tu l'as dit, sénégalais, qui a joué à l'OM de 2003 à 2007. 4 ans, 4-5 ans, des belles années quand même. 174 matchs joués, 174 pour nos amis suisses. 2 buts, il a marqué seulement 2 buts. C'est le premier contre Ajaccio, il me semble. Voilà, plutôt beau palmarès, on va dire. Il a remporté la Coupe Intertoto face à la Corogne. En 2005, il a fait vice-champion de la C3 de l'Europa League, avec toi, Démétrius, d'ailleurs, en 2004. Et vice-champion de France en 2007. Il a aussi été finaliste de la Coupe de France en 2006 et en 2007. Franchement, très bon joueur. Il me semble que c'était, d'après ce que j'ai entendu, c'était quelqu'un c'était un bon latéral. D'ailleurs, il a été récompensé pour cela, vu qu'il a été capitaine lors de sa dernière saison à l'OM. Il a même été récompensé comme le meilleur Marseillais de la saison en 2004-2005. L'Olympien de la saison en 2005-2006 par les Dodgers et aussi le latéral droit de l'histoire, le meilleur latéral droit de l'histoire de l'OM quand l'OM a décidé de faire les meilleurs joueurs de l'OM lors des 120 ans du club. Donc je pense que c'est l'un des meilleurs latérales droits que l'OM ait connu. Ok, merci à toi Flo. On va continuer avec toi Chris. Alors tu vas nous parler de César Azpilicueta, l'Espagnol qui joue encore à Chelsea d'ailleurs, qui avait quitté l'OM pour Chelsea, qui est toujours, et qui était venu à l'époque de l'équipe de Didier Deschamps. Il avait remplacé un certain Laurent Bonnard qui était également un très très bon latéral droit. Ouais, effectivement, il a débarqué en 2010, mais si on doit d'abord, le 21 juin 2010 plus exactement, mais si on doit commencer, en fait, c'est intéressant de voir d'abord son parcours à Osasuna, parce que au départ, il était attaquant. Et c'est vrai que ça sera une question d'ailleurs à poser à Dimitrius une fois que j'aurai présenté Azpilicueta, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de latéraux en fait qui ont commencé attaquant. On se souvient chez nous aussi Bounassar, qui c'était petit à petit s'est fait repositionner. Et voilà, à Osasuna, donc il a commencé attaquant avant d'être latéral droit. Il a fait ses débuts contre le Real de Madrid en 2007, le 8 avril 2007, et puis il est devenu petit à petit incontournable, un incontournable de son équipe. Comme je disais, il est arrivé le 21 juin 2010 à l'Olympique de Marseille. Il faut savoir que déjà le 28 juillet, il avait déjà gagné un trophée avec le trophée des champions. Son transfert a quand même coûté quand même 7 bons millions d'euros. Donc voilà, donc c'était déjà quand même quelqu'un sur lequel qui était un vrai espoir en Espagne. Il faut se souvenir qu'on a vécu avec lui grands espoirs et malheurs. Grand espoir pour son grand soir à l'OM, qui fut le 10 novembre 2010, lorsqu'il inscrit son premier but sous maillot olympien face à l'AS Monaco. Et il a d'ailleurs offert au passage la qualification en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et petit à petit, il est devenu en fait aussi un joueur essentiel de l'équipe. Mais finalement, le temps a été court parce que le désespoir est venu le 27 novembre 2010, lorsqu'il se blesse gravement lors d'un match de championnat contre Montpellier. Il s'est fait quand même une rupture des ligaments croisés antérieurs et il s'est retrouvé éloigné des témoins pour 6 mois. Et malheureusement, donc, on ne l'a plus beaucoup revu avant 2010 ou 2011, quand Didier Deschamps a commencé un peu à le refaire tourner. En fait, il faut savoir, c'est qu'après, effectivement, il a été acheté par Chelsea. Et ça fait maintenant, c'est un truc quand même incroyable, quand on y pense, il est titulaire. Alors, un petit peu moins
cette saison, hein, si on est précis, mais quand même, ça fait 9 saisons qu'il joue à Chelsea au plus haut niveau. Et voilà, moi, je retiens un joueur avec beaucoup de caractère. Moi, je kiffais ses longues touches. Je ne sais pas si vous, mais ça, c'était un truc que moi, j'adorais. La qualité de ses centres, incroyable, et son jeu porté toujours vers l'offensif. Alors, chers amis, on a parlé de Manu Amoros, on a parlé de Azpilicueta, David Bay. On aurait pu parler aussi de Patrick Blondeau, de Fanny, qui ont été tous des très, très bons arrière-droits. Mais on a la chance d'être avec Dimitrius Ferreira, qui a été un très, très bon arrière-droit. On va en parler avec toi, Raph. Juste avant que tu en parles, je vais juste rappeler brièvement ton parcours, Dimitrius, pour nos auditeurs. Donc, tu as commencé à Guarani, à Nancy, à Bastia, à l'OM, à 3 et tu as fini ta carrière à Al Rayyan au Qatar. Tu as joué 85 matchs sous le maillot marseillais avec 2 buts, comme je te le rappelais tout à l'heure, contre Strasbourg. Donc, Raph, on va revenir avec toi on va parler avec toi de Dimitrius. Oui, puis petite note pour nos auditeurs, il était titulaire, donc Demetrius était titulaire lors de la finale en 2004 aux côtés d'Habib Beye, comme avait pu le dire Florent. Alors, Dimitrius, oui. Ouais, juste pour l'information, je commençais à Palmeiras. Je commençais à Palmeiras au Brésil. J'étais 2 fois champion brésilien, 2 fois champion du championnat paulista. Et après, je suis parti à 15 de Piracicaba, Guarani, et après, je suis parti en France. En France, je suis arrivé à Nancy. Je fais 2 saisons là-bas. Bastia, 3 saisons et demie. Marseille, 2 saisons et demie. Et je finis à 3, 1 saison. J'ai pas joué au Qatar. Tous les sites, tout le monde dit que j'ai joué au Qatar. En fait, j'ai pas pris l'argent. Hein. Tout le monde parle que j'ai joué là-bas, mais j'ai pas pris l'argent. Hein. Alors, je m'en excuse, c'était une information erronée que j'ai trouvée sur Internet. Alors, Raph, on va revenir avec toi sur Dimitrius. Oui, donc on a de la chance, on a pu parler de tous les latéraux, mais vu qu'on en a un, moi je me suis dit on va lui poser quelques questions. Donc je voulais savoir, Demetrius, si tu devais définir un latéral droit en 3 mots, ce serait lesquels? Technique, puissance, vitesse. D'accord, oui, merci. Oui, souvent c'est ce qu'on demande aux latéraux, d'être assez vifs, notamment sur leurs appuis, et puis d'être capable de répéter les efforts, de courir la longueur du terrain plusieurs fois dans le même match. Je voulais savoir, vous qui avez joué, maintenant vous avez un regard extérieur sur ce poste-là, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre les latéraux d'il y a quelques années en arrière et les latéraux d'aujourd'hui? Par exemple, comme des jeunes comme Alphonso Davies, est-ce que c'est différent des joueurs qu'il y avait avant? Je pense pas que c'est différent. Après, c'est comment ça joue chaque équipe, quoi. Il y a des équipes qui jouent d'une façon, il y a des équipes qui jouent d'une autre. Il y a des jeux qui s'adaptent dans une équipe, ils ne s'adaptent pas dans une autre équipe. Donc, il faut juste que le joueur il tombe avec ses qualités dans une équipe qui joue et qui se sent bien. Ou alors avoir un entraîneur qui sait ses qualités, qui connaît les qualités des joueurs, il le met dans sa place, il fait un système de jeu où il peut jouer librement, quoi, exprimer ses qualités. Après, si tu prends un joueur qui a beaucoup de qualités, mais tu prends un entraîneur qui te dit ben, tu ne pars pas d'ici, tu passes pas le milieu de terrain, ben, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Hein. Donc, après, c'est le système du jeu qui définit aussi la qualité du joueur, même s'il a beaucoup de qualités. Ben, à Marseille, par exemple, tous les entraîneurs que j'ai eus, ils donnaient la liberté d'attaquer. Donc, c'était un point fort que j'avais. Et j'ai pu m'exprimer comme ça, quoi. D'accord. Justement, vous parlez d'attaquer. Moi, personnellement, et les gens ont pu en entendre parler. J'adore Marcelo Bielsa. Et puis, on parle beaucoup de Sampaoli à Marseille ces derniers temps. Sampaoli est un entraîneur qui utilise souvent 3 défenseurs centraux et 2 latéraux. Donc, on peut faire le parallèle aussi à la finale que vous avez jouée en 2004. Est-ce que vous auriez bien aimé jouer dans un système comme faisait par exemple Marcelo Bielsa avec 2 pistons sur le côté qui vont beaucoup attaquer? Est-ce que vous auriez aimé, par exemple, avoir Marcelo Bielsa comme coach à l'OM? Oui, ça, j'aimerais bien.
Mais même avec, comme tu as dit, en finale 2004, on jouait avec trois défenseurs. J'avais la liberté d'attaquer, de jouer un peu au milieu de terrain aussi. Donc, je pouvais m'exprimer librement, quoi. Pour moi, c'était un joueur que j'aimais bien attaquer. C'était la meilleure façon de jouer. Même quand on joue à 4, tu as un peu plus de responsabilité en défense. Mais quand tu joues à 5, tu as aussi la liberté. Quand tu joues avec 3 défenseurs derrière, tu as aussi la liberté de jouer beaucoup en attaque. Et avec Bielsa, je pense que c'est à peu près la même façon de jouer, quoi. Alors, pour conclure ce chapitre des latéraux droits, Dimitrius, je veux juste avoir ton point de vue et ton analyse sur nos deux latéraux droits qu'on a actuellement à l'OM, Hiroki Sakai et Paul Lirola. C'est donc deux bons joueurs. Deux bons joueurs. Défensivement, je pense que c'est leur qualité. Ils jouent à 4, hein, donc ils ont plus de responsabilités défensives qu'offensives. Donc, c'est ça aussi qu'il faut penser. On sait jamais s'ils jouaient à 5, à 3 défenseurs derrière, s'ils avaient plus de liberté, s'ils allaient montrer un peu plus de qualité aussi en attaque. Mais comme ils jouent à 4, ils ont toujours 2 attaquants devant eux. Et pour attaquer, c'est plus difficile. Donc, je pense qu'ils font des bons matchs, ils défendent bien, ils gagnent les duels. C'est ça le plus important aujourd'hui. Donc, c'est des bons joueurs. On va passer à la dernière partie de cette émission. Donc, c'était des questions pour toi, Dimitrius. On va commencer d'abord par une question de l'OM Nation London, qui nous demande quel est votre meilleur souvenir à Marseille. Ouais, faut mettre le micro. C'était la finale de 2004. 2004, la finale de Coupe de l'UEFA, qui malheureusement, je vous dis que c'est le plus gros regret que j'ai dans ma carrière, de ne pas avoir gagné cette finale contre Valence, qui certainement allait marquer le club, marquer le nom de chaque joueur dans l'histoire du club. Malheureusement, on n'a pas gagné cette finale. On a gagné quand même l'Intertoto, comme vous avez dit. Ce n'est pas le même poids que gagner l'UEFA, mais bon, c'était. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un match contre la Corogne là-bas. Je jouais stopper. Hein. Je jouais stopper ce match-là. On a perdu 2-0. On a fait un bon match quand même là-bas. Et les stoppers étaient blessés. Fred Deyu était suspendu, je crois. Et ils m'ont demandé de jouer de stopper. J'ai joué, oui, bien sûr. Même en gardien, je peux jouer, pas de souci. On a fait quand même un bon match, mais on a perdu 2-0. Et après, ici, on a gagné des 6-3, je crois. C'était un match de folie, quoi. J'étais suspendu ce match-là. J'ai pris un carton jaune là-bas. Et je n'ai pas joué le match retour ici au Vélodrome. Mais c'est les deux plus grands souvenirs que j'ai de l'OM. Alors, on va rappeler Oui, Richard, rapidement. Je voulais juste demander à Dimitrius, vous étiez quand même, tu étais quand même dur sur l'homme, hein, Dimitrius, en défense. Plutôt dur. Hein. Très dur. Très dur. C'est ce qu'il faut. Hein. Eh oui. C'est ce qu'il faut. Hein. Net, hein. Okay. Net. Alors, Dimitrius, je vais juste revenir sur vos propos. Sans vouloir faire mal, mais... Oui, d'ailleurs, tu n'as jamais blessé quelqu'un hein? Non. Heureusement, non. Je n'ai jamais blessé quelqu'un, mais très dur sur l'homme. J'ai appris ça en France. Hein. Je n'avais pas cette habitude au Brésil. Quand je suis arrivé en France, j'ai eu un peu du mal à m'adapter. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'il fallait faire comme ça. Quoi. Alors, Dimitrius, je vais juste finir sur les propos que vous disiez. Donc, on va rappeler le parcours européen que vous avez fait. Vous avez éliminé Liverpool, l'Inter Milan, Newcastle pour arriver jusqu'en finale. Et petite correction, vous avez gagné 5-1 contre la Corogne, pas 6-3. Donc 6-3 si vous comptez peut-être l'ensemble des matchs, mais c'était 5-1 au Stade Vélodrome avec un certain Robert Louis Dreyfus, votre président à l'époque, qui avait dansé avec vous. On se souvient tous de cette scène. On va passer aux questions de nos chroniqueurs. On va commencer avec toi, Raph, ta question pour Dimitrius, s'il te plaît. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce qu'un jour, vous aimeriez revenir travailler en France, que ce soit pour un poste d'entraîneur ou de directeur sportif? Oui. J'aimerais bien. Je commence ici au Brésil. Je fais partie d'un club
Comme Rafi l'a dit, Dimison, c'est le président. Je suis le directeur aujourd'hui. Donc, j'espère un jour pouvoir retourner en France et surtout travailler dans le club que j'ai à cœur, c'est l'OM. Ok, à toi Flo. Alors moi, on sait qu'il y a eu 23 Brésiliens à l'OM, sans compter Enrique. Du coup, selon toi, quel Brésilien a été le plus influent à l'OM? Je pense que Moser, je crois que c'était le plus influent. Par rapport à tout ce qu'il a fait, sa capacité de jouer, d'être un leader aussi, je pense que, bon, pour moi, c'est ce que les supporters disent. Hein. Le joueur peut-être qui a plus marqué, c'est Moser. Ok, à toi Christopher, s'il te plaît. Ma question, j'aimerais bien savoir quel est pour toi le plus grand latéral droit de tous les temps, que ce soit aujourd'hui ou avant. Voilà. Qu'est-ce qui est celui qui pour toi est toujours te dire ah ouais celui-là c'est le dieu voilà, du foot au niveau de ce poste qui a été le tien? Bah, je pense que j'en ai deux, quoi. Carlos Alberto et Cafu. Ah, d'accord. Carlos Alberto, il avait encore plus de qualité que Cafu, quoi. Mais Cafu, son palmarès, c'est impressionnant. Aujourd'hui, on voit aussi Daniel Alves qui joue à São Paulo. Si on prend son palmarès, il y a plus de titres que Cafu. C'est impressionnant tout ce qu'ils ont gagné. C'est des joueurs incroyables, quoi. Oui, c'est ça en fait. Ce que je me disais, c'est un poste presque clé des Brésiliens en fait. Je pense que c'est vrai que toi tu es brésilien, mais j'ai l'impression que ce que tu dis en fait, n'importe qui pourrait le dire. Comment on pourrait aller à l'encontre de ce que tu dis? C'est presque un poste, j'ai envie de dire, type d'un Brésilien. En fait. Je sais pas, ça peut venir d'où d'ailleurs que les Brésiliens soient aussi forts à ce poste. Bon, si tu prends tous les Brésiliens, comme vous avez dit avant, beaucoup de latéral droit, à gauche, ils ont commencé à jouer en attaquant. Ouais, ouais. Je parlais de Cafu. Cafu, il était milieu de terrain avant. Il a joué en attaquant aussi à São Paulo. Daniel Alves, il joue aujourd'hui milieu de terrain. Carlos Alberto, je pense que c'était le seul qui a joué arrière droit. Moi, je commençais ma carrière en numéro 6. Après, je suis passé au milieu de terrain défensif aussi. Donc, je pense que c'est la facilité qu'ils ont de jouer dans un autre poste. Ok, on passe à toi Richard. Moi, je voudrais savoir quel est les joueurs ou les joueurs avec qui tu as le plus aimé jouer à l'OM, que tu as le plus aimé dans ton équipe de l'OM. Au niveau football, c'était… Même humain, hein, même humain. Je pense que c'était Drogba, quoi. On n'avait pas une super équipe en 2004, mais on avait une très bonne équipe qui s'y battait dans tous les matchs. Et on savait qu'en se battant, on allait voir 2-3 occasions et on savait que Didier il allait mettre une ou deux. C'est un joueur implacable devant le but. Et aussi Franck Ribéry, quoi. C'était impressionnant sa vitesse avec le ballon. Il courait avec le ballon, il courait plus vite avec nous sans le ballon, quoi. Il était très fort. Alors Dimitrius, moi je vais te poser ma dernière question. Tu as joué avec des joueurs à l'OM comme Didier Drogba, Ribéry, comme tu viens de dire, mais tu avais également des joueurs comme Fabien Barthez. Quel joueur t'as vraiment le plus marqué, tant par son tempérament que par son professionnalisme? Malgré avoir joué avec des joueurs qui ont été champions du monde, je pense que le joueur qui m'a plus marqué, c'est Franck Ribéry, quoi. Sa qualité de technique, de vitesse, intelligent, un joueur qui pensait vite, qui réagit vite, il faisait des choses. Quand il allait penser quelque chose, il avait fait déjà. Donc, c'est des joueurs comme ça. J'avais joué avec des joueurs comme ça au Brésil déjà. Je participais de l'époque Palmeiras où il y avait Cafu, Roberto Carlos. 70% de l'équipe, ils jouaient en équipe nationale. Donc, c'était des joueurs extraordinaires. Mais en France, je crois que c'était Franck. Franck, c'était hors du commun. Et il a fait une sacrée carrière après Franck Ribéry. Alors, notre émission touche à sa fin.
Merci Dimitrius d'avoir été avec nous. C'était un réel plaisir en direct de chez toi au Brésil. Obrigado. C'était un réel plaisir de C'est moi t'avoir qui vous avec nous. remercie, hein. C'était un plaisir d'avoir participé avec vous. On espère que tu reviendras une prochaine fois. Ouais, j'espère que vous avez compris déjà mon français. Ça faisait longtemps que je ne parlais pas. Tu parles très bien. Hein. Il est très très bien ton français. Il n'y a pas de souci. C'est vrai, quand Merci. on ne pratique pas, on oublie quelques phrases de temps en temps. Mais encore une fois, merci pour l'invitation. Merci, au plaisir. Avec plaisir. Ton français est très bien. Je suis sûr encore comme ton pied droit et ta qualité de sens qui n'ont pas dû changer. C'est bien. Et allez l'OM. Allez l'OM et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du Talk et à bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao, bye bye.